Bienvenue au premier épisode du podcast du Ciné-Club interculturel du Labri. Je suis Mathilde Gouin-Bonenfant, étudiante au doctorat en anthropologie sociale à l'Université de Cambridge et coordonnatrice du Ciné-Club. Premièrement, quelques mots sur le Ciné-Club et sur le Labri. Donc, le Labri, c'est le laboratoire de recherche en relations interculturelles de l'Université de Montréal. C'est un lieu de recherche, d'enseignement et de développement d'expertise. C'est un labo qui fait donc de la recherche fondamentale et appliquée et qui réunit des chercheurs, des étudiants et étudiantes et des intervenantes des milieux communautaires et institutionnels. Donc, c'est vraiment un labo super dynamique qui organise à chaque session une série d'ateliers internes, des ateliers étudiants, mais des webinaires aussi, mais aussi une série d'activités. Donc, une des activités qui est organisée au Labri, c'est le Ciné-Club interculturel. Il est né en avril 2020, donc c'est un enfant du premier confinement. En fait, ça faisait longtemps que le Labri s'intéressait à l'analyse de la rencontre dans les films, puis la pandémie a été un peu un catalyseur de ça. On a essayé d'en faire une activité ludique pour rassembler les membres du Labri, pour briser l'isolement et aussi pour participer à produire, diffuser des analyses anthropologiques et interculturelles accessibles, donc à travers notre blog. On se disait aussi que c'était un moment qui était intéressant parce que les plateformes de visionnement étaient comme clairement plus achalandées que d'habitude. Puis, on s'est dit que c'était un moment qui était d'autant plus intéressant pour voir un peu comment, qu'est-ce que les objets culturels qui circulent à travers ces plateformes-là peuvent véhiculer comme idéologie, comme biais, sur des thèmes comme l'inclusion, l'immigration, diversité, discrimination, etc. Donc, la formule au Ciné-Club, c'est qu'on écoute un film par mois, puis on se rassemble pour en discuter sur Zoom, puis ensuite on écrit un texte qu'on publie sur notre blog. Pour le mois de décembre, on a visionné Nila Dua, le combat des nonnes. Donc, Anthony va me dire si je l'ai bien prononcé. C'est un film coproduit et co-réalisé par Antoine Bèze, Benoît Nier et Anthony Grégoire, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Anthony. Salut! C'est bien prononcé. Génial. Donc, Anthony Grégoire est titulaire d'un double baccalauréat en musicologie de l'Université Laval et d'une maîtrise en ethnomusicologie de l'Université de Montréal. Il est maintenant étudiant au doctorat en co-tutelle en anthropologie à l'Université de Montréal et en ethnomusicologie à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Ses recherches portent sur les mécanismes de continuité identitaire par la musique chez les nonnes du Sénégal et vise à comprendre comment le processus d'acculturation agit sur l'identité culturelle en contexte colonial. Donc, on va sûrement revenir un peu là-dessus pour démystifier tout ça. Mais Anthony est maintenant en fin de parcours de son doctorat. Puis, durant son terrain ethnographique, en plus de recueillir toutes les données nécessaires à sa thèse, il a aussi produit un album et un film, ce qui est assez inusité et exceptionnel. Et c'est justement son film qu'on a visionné pour le mois de décembre. Donc, pour peut-être commencer, Anthony, je t'inviterais à nous faire juste un petit résumé de ton film. Donc, si on regarde ton film, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qui se passe? Oui. En fait, mon film, se tient sur, mais n'est pas nécessairement le fruit de mon terrain. Pendant ce film-là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on parcourt la région de Thiès, au Sénégal, avec Richard Ndione, qui est de l'ethnie nonne et qui est devenu un collaborateur et puis un ami super présent, super intime à moi. Donc, on parcourt toute la région de Thiès avec lui dans un taxi pour donner une représentation générale de la culture nonne, de ses pratiques artisanales et artistiques, des pratiques du quotidien. Puis surtout, on aborde plusieurs points importants au sein de la communauté, qui est en fait la question au cœur de notre film ethnographique, qui est leur effacement dans l'histoire du Sénégal, parce qu'on en parle très, très peu. Quand on va à Thiès, on les voit, les nonnes, et puis tout le monde s'entend pour dire que les nonnes sont
les Autochtones de la région et même possiblement du pays au complet. Par contre, on ne les retrouve pas dans l'histoire. Puis, ça, c'est un peu l'espèce de contradiction qu'on essaye de présenter, hein, qui est leur présence méconnue un peu dans toutes les sphères de la société, mais surtout, on aborde le sujet à travers le combat de Richard, qui soutient en fait tout. Richard, il est devenu le pilier de la communauté pour essayer de redonner la place qui lui revient dans toute l'histoire du Sénégal, en fait. Donc, c'est un peu ça qu'on voit. Et puis, bon, comme je suis, c'est ça, plus ethnomusicologue, on a voulu mettre l'accent sur les pratiques artistiques. Et puis, c'est pour ça qu'il y a à peu près la moitié du film qui porte sur bon, les ensembles de tambours, sabar, le mbilim, qui est leur pratique musicale. Donc, on part du quotidien vers une petite précision artistique. Voilà. Donc, si vous n'avez pas écouté le film, je rajouterais que c'est visuellement vraiment beau, sans parler de la place que la musique occupe dans le film, puis l'intégration de l'environnement sonore. C'est vraiment génial. Là, bon, on a parlé que tu as fait le film quand tu étais sur le terrain. Donc, on t'imagine sur le terrain en train de faire tes recherches, probablement déjà surchargé. Tu as aussi un projet d'album. Puis là, comment te vient l'idée de réaliser un film? Oui, ça, c'est une excellente question parce que c'était vraiment pas prévu, hein. C'est que avant que j'aille sur le terrain, il y a un étudiant français qui terminait sa licence en musicologie qui m'avait contacté pour me demander des informations un peu sur la discipline ethnomusicologique en Afrique de l'Ouest, me disant qu'il aimerait bien peut-être faire un master en France sur quelques pratiques musicales, en tout cas. Bon. Donc, on a échangé, et puis, après mon arrivée sur le terrain, il m'a réécrit le gars, puis pour me dire, ben voilà, je suis au Sénégal, donc si jamais vous connaissez, vous, monsieur, un ethnomusicologue qui fait du terrain, ben ce serait, j'apprécierais de le rencontrer. Donc, je lui ai dit, ben, je suis là. Donc, on s'est rencontrés, on est allé se rejoindre à Dakar. Et puis, finalement, je lui ai proposé, je lui ai dit, ben, il n'y a pas meilleure école de terrain que de faire du terrain. Donc, je l'ai invité avec moi. Puis, c'est Benoît Nière d'ailleurs. Donc, on est devenus super copains, il est super intéressant, puis il y a une réflexion assez critique de l'ethnomusicologie. Finalement, il ne fait pas de l'ethnomusicologie, mais il fait de la musicologie beaucoup plus axée sur l'éthique de terrain et tout ça. Donc, on a eu cette réflexion-là ensemble. On a construit sur le toit de la maison où j'étais une espèce de projet un peu loufoque parce qu'on échangeait, puis on se disait, ce qui serait génial sur un terrain comme ça, ce serait de tourner un film ou de faire du documentaire, tu sais. Et puis, à un moment donné, il me dit, ben, attends, il faut que j'aille fumer. Donc, il est descendu. Et puis, quand il est remonté, il m'a dit, ben voilà, j'ai un copain cinéaste qui serait partant et puis on pourrait reprendre un billet d'avion, lui et moi, de la France jusqu'au Sénégal pour tourner pendant un mois, au mois d'août et septembre prochain. Bon, j'ai dit, impressionnant. Donc, ce qui fait que le projet est né comme ça. Donc, ni eux ni moi, on était cinéastes. On n'avait jamais fait de production ni de tournage à proprement parler. Donc, le projet est né comme ça. Entre cette confirmation-là qu'on a eue qui reviendrait au Sénégal me rejoindre, et puis la date où ils sont effectivement arrivés à la fin du mois d'août 2019, eh bien, on s'est formé. On a suivi des formations en ligne, on a suivi en fait un paquet de petits podcasts comme ça. On a lu pour justement en apprendre davantage sur le rôle de producteur, de réalisateur, sur les techniques d'enregistrement audiovisuel. Et donc, c'est comme ça un peu qu'est née l'idée d'un documentaire qui n'en est pas un finalement. Donc, ouais. Oui, c'est vraiment impressionnant. À voir le résultat, on ne pense pas que ça a été un peu développé comme ça sur un coup de tête, puis vraiment en mode autodidacte. Donc, ouais. Tant mieux. En tout cas, c'était le but. On a beaucoup travaillé, mais Ça paraît. ouais. Ça Mais paraît. ce qui est différent aussi, c'est que comme on n'avait pas de formation, on a expérimenté beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le terrain.
Et puis, on a construit notre documentaire, ben, notre film, en fait, on l'a construit au fil du tournage. Donc, on a pris des images, on a fait des entrevues avec Richard. Euh, D'ailleurs, toutes les scènes de taxi qu'on voit dans le film, c'est pas le tournage prévu, c'est de la répétition. On a truqué un taxi avec un paquet de matériel audio, puis on a fait un trajet en taxi, puis finalement, c'est ça dont on avait besoin. Et puis Hmm. c'est ça qui a fondé la base de notre voyage dans le film. Donc, c'était de l'expérimentation. Finalement, ça nous a bien servi. Ça nous a bien servi. Ouais. Puis, tu dit que, en fait, c'est pas vraiment une représentation de, par exemple, ce que tu as recherché pour ta thèse. C'est comme un peu complémentaire. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes recherches, de ton terrain ethnographique? Oui. Ben, en fait, mon terrain, ben, comme on l'a dit, ça se situe dans la région de Thiès, au Sénégal, qui est la deuxième ou la troisième plus grosse ville en importance. Pas tant pour sa taille, mais bien pour son activité aussi économique. Et puis, ça se trouve sur le réseau ferroviaire qui a eu beaucoup d'importance à l'époque coloniale aussi. Donc, elle tient son importance de là. La communauté nonne, on la retrouve uniquement dans la région de Thiès, dans une totalité de 37 villages à plus ou moins un ou deux selon les sources. Mais dans ma recherche, en tout cas, j'en considère 37. Et puis, ça fait une totalité d'environ 10 000 locuteurs. Donc, c'est une très, très petite population avec une langue en danger, le non, qui est vraiment en train de se perdre. Et puis, mes recherches se concentrent là-dedans, dans l'espèce de dynamique d'effacement qu'on peut sentir un petit peu dans le film, d'effacement identitaire, mais la revalorisation et la revitalisation de leurs pratiques culturelles, notamment la musique, pour expliquer en quoi, dans le temps, leur identité de nonne a pu se perpétuer sous diverses modulations euh, symboliques, notamment dans la musique, qui est le mbilim chez eux. Donc, c'est un peu ça le terrain. Euh, donc, j'aborde beaucoup le passé, pour comprendre en quoi les recherches aujourd'hui sur le terrain influent aussi sur la perception qu'ils ont du passé, qui revalorise justement cette identité-là pour se créer une place un peu dans l'histoire du Sénégal dans un futur que eux ils espèrent proche. C'est surtout ça le terrain actuellement en tout cas. Ouais, ça me fait penser, j'avais envie de te poser la question de qu'est-ce que la musique peut révéler à propos d'un groupe, parce que nous, au Ciné-Club, on regarde le cinéma surtout, on regarde des films, puis ce que ça peut véhiculer comme discours, comme représentation, comme idéologie. Puis là, tu parles beaucoup de la musique avec le rapport au passé, présent et tout. Donc, qu'est-ce que tu es capable d'analyser, de regarder à travers le prisme de la musique? Tout. La musique, ben, il y a différentes écoles de pensée, mais Mm. certains vont prendre la musique comme un objet qui se trouve être la matérialisation ou la représentation de certaines conduites sociales. Et puis moi, je le prends à l'inverse. Je fais partie de cette branche d'ethnomusicologues qui observe la musique comme un sujet qui nous permet de elle-même comprendre le passé d'un groupe, pas nécessairement dans une recherche de racines ou d'authenticité, mais bien dans les processus ou euh, de perpétuation d'identité dans le temps, mais pas seulement. On parle de l'identité, c'est la somme des croyances, des pratiques culturelles, les différentes facettes aussi identitaires qui se forgent avec les rencontres interculturelles, les contacts. Observer la musique, ça permet aussi de déterminer quel genre de lien on peut tisser entre les groupes. Par exemple, lorsque j'étais sur le terrain, ben, creuser l'espèce de construction de la pratique musicale du mbilim m'a obligé à aller voir dans un groupe voisin pour comprendre le, pas le degré d'historicité, mais en tout cas le cheminement historique entre un instrument qui est partagé entre les deux groupes, mais qui n'est pas joué de la même façon. Et puis ça m'a permis aussi de constater que cet instrument-là, s'il est partagé entre les groupes, il y a des raisons pour lesquelles cet instrument-là, il est partagé, mais les raisons qui font en sorte que cet instrument-là n'est pas joué de la même façon,
et puis il n'y a pas la même place dans le quotidien, ça en dit beaucoup aussi sur les choix socio-économiques, socio-culturels, et puis les déplacements aussi de village en village qui soutiennent le devenu aujourd'hui de cette pratique musicale-là. Donc, observer ça, ça nous en apprend beaucoup, beaucoup sur la construction d'un groupe, Hmm. puis les échanges qu'il peut entretenir avec les groupes voisins. Ça me fait penser un petit peu au type d'analyse qu'on peut faire en linguistique historique. Ouais, Ça ressemble un peu à ça, ouais. ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu génératif comme démarche ou comme observation. Puis, oui, ça nous permet de comprendre, en fait, le groupe. Observer la musique, Mhm. c'est un prisme. Donc, c'est une porte d'entrée, c'est une avenue, puis c'est aussi une démarche. Donc, Puis là, tu nous as parlé que le non, c'est une langue qui est en danger, que c'est un groupe, les nonnes sont un petit groupe d'à peu près 10 000 habitants, habitantes. Comment tu es arrivé à t'intéresser à la musique nonne au Sénégal? Comment c'est arrivé dans ta vie? en fait, c'est par accident, parce que en 2010, bon, je faisais un stage d'initiation à la coopération internationale, et puis on a été bombardé dans un village sans savoir ce qu'on allait y faire, ni qui on allait y trouver. Et puis, en tout cas, de fil en aiguille, on s'est construit une bulle un peu musicale, puis on a fait beaucoup d'échanges, puis c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait des dynamiques intéressantes. Puis quand je suis revenu, eh ben, j'ai fait ma dissertation de bac en musicologie là-dessus, sur justement les changements identitaires qui surviennent suite à la rencontre coloniale. Donc, j'étudiais déjà les processus d'acculturation là pour comprendre ce que je ne comprenais pas. Puis ensuite, c'était naturel de poursuivre à la maîtrise en ethnomusicologie pour mettre l'accent sur la pratique particulière qui m'avait marqué, qui est celle de la pratique chorale à l'Église, hein, parce que c'est un ensemble qui est occidental, qui ne relève pas de leur tradition ouest-africaine. Donc, c'est de la chorale à 4 voix, soprano, alto, ténor, basse, comme on voit ici. Et puis, surtout, c'est non fonctionnel. Et puis, je me suis rendu compte que ça, si c'était le fruit de la rencontre entre eux et puis les colonisateurs français, ben, ça cachait autre chose. Ce qui fait que j'y suis retourné encore pour le doctorat pour essayer de comprendre justement s'ils en sont venus à une pratique chorale euh, qui est comme fusion, ou en tout cas, qui est le résultat assez fusionnel de plusieurs pratiques, ben, il doit en avoir d'autres. Puis c'est ces processus-là d'échange puis de co-construction qui m'intéressaient. Donc, c'est tout ça, en fait, qui a mené à mes recherches aujourd'hui sur l'umbilim, puis, et plus encore, mais particulièrement sur leur pratique musicale du umbilim. J'avais jamais compris parce que bon, on se connaît, donc je connaissais quand même déjà tes recherches, mais j'avais jamais compris que ça datait d'aussi longtemps. Ouais, Ton intérêt pour le mbilim puis pour la musique non. Je savais pas que c'était même au bac que tu avais travaillé là-dessus. ouais, ouais, j'y suis allé ben, en 2010, c'était entre le cégep et puis le bac. Mm. Ouais. C'est Puis ça là, qui a... vas-y. Non, j'allais dire, c'est ça qui a démarré un peu tout cet intérêt. Mhm. Puis je trouve ça intéressant parce que tu parles de comment au départ tu as vu un petit peu cette rencontre-là entre bon, la musique non, la musique occidentale via le chant choral et tout. Puis ça s'est fait par, bon, évidemment, ta rencontre avec les gens que tu as rencontrés lors de ton stage. Puis là, une série de rencontres au bac, maîtrise, doctorat et tout. Puis là, ça me donne une bonne transition parce qu'en fait, j'allais plonger dans l'interculturel parce que au Ciné-Club, c'est ce qu'on fait, c'est l'analyse des dynamiques interculturelles dans les films. Puis là, je me demandais pour toi, la place de. Ben, c'est quoi la place de l'interculturel dans ce film-là? Ben, c'est intéressant parce que la façon dont on a réfléchi le film, c'était, ben, évidemment, nous, on était 3 Blancs occidentaux qui allaient tourner des images euh, chez, j'aime pas dire ça, mais chez l'autre. Parce que même si on n'aime pas cette terminologie, cette espèce de distanciation-là, c'est important. Donc, on a réfléchi cette posture interculturelle-là, cette démarche interculturelle-là aussi, en fonction pas de nous, mais en fonction de eux. Donc, on a tourné un film
qui relève de l'interculturel, mais qui réfléchit l'interculturel un peu en fonction de eux. D'ailleurs, dans le film, on voit beaucoup l'espèce de polarisation intergroupe, intragroupe aussi, parce qu'on parle beaucoup de cet interculturel-là entre les différents membres de la même communauté. Euh, on considère aussi dans le film l'interculturel comme temporel. Tu sais, on voit beaucoup de périodes. Bon, il n'y a pas beaucoup de dialogue, hein, il n'y a pas beaucoup de discours dans notre film, mais on a voulu laisser la place à Richard, notamment, d'expliquer en quoi, en fait, sa culture relève de plusieurs pôles. Et puis l'interculturel, il est aussi là, entre le passé, le présent, le futur, mais aussi cette relation, cette rencontre-là, elle est intergroupe, intragroupe, et puis dans la production même, nous considérant nous. Donc l'interculturel a mené un peu à une fusion euh, qui a donné la forme au film actuel, parce qu'il a fallu imbriquer nos connaissances occidentales, nos techniques occidentales euh, à un mode de vie ou un quotidien qui ne l'était pas du tout, qui ne comprenait pas cet espace-là pour le tournage non plus, parce que je le rappelle, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais Thiès, au Sénégal, on est en plein Sahel, c'est très, très désertique. Il y a une façon de se comporter dans le désert autrement qu'avec les gens. Donc, quand on débarque avec du matériel de son, des caméras, il faut s'adapter. Puis, le style qu'on a donné à notre film relève de cette négociation interculturelle-là. D'ailleurs, tout a été tourné avec un appareil photo sur un dispositif à l'épaule. Ce qui fait que Antoine, qui était caméraman, se roulait littéralement dans le sable pour prendre des prises de vue puis faire des cadrages qui n'allaient pas nuire le moins possible au quotidien parce que c'était pas normal d'avoir des caméras. Donc, on a opté pour plus petit, plus discret, plus de possibilités, mais un style beaucoup plus organique et puis beaucoup moins de type documentaire avec des images larges. Donc, cet interculturel-là se voit un peu dans le processus puis dans le film. Donc, c'est un peu difficile, je trouve, à expliquer parce que l'interculturel, c'est très large. Mais Ouais, mais tu l'expliques bien, en fait. C'est que vous n'avez pas pris comme sujet de votre film l'interculturel, mais c'est plutôt par la démarche puis le résultat que ça donne qu'on peut le sentir quand on visionne le film, là. c'est ça. Puis, ça m'avait pensé aussi parce qu'on n'a pas pris le temps de définir ce qu'on entend par interculturel. Puis pour certaines personnes, interculturel, c'est un mot des fois qui est connoté négativement parce qu'on pense à la culture comme si c'était quelque chose de hyper réifié, d'homogène, de statique, de fixe et tout. Mais je pense que nous deux, puis je pense que je peux parler pour le ciné-club aussi, on ne voit pas l'interculturel comme ça. En fait, même le mot culture pourrait partir, puis on pourrait garder juste le inter. L'idée, c'est de l'intergroupe. C'est ça. Ça pourrait être interdisciplinaire, intergénérationnel, entre classes sociales. On a même pensé dans le ciné-club de réfléchir à l'interespèce, donc les relations animaux-humains. Donc, on essaye beaucoup de faire éclater ça. Puis je pense que dans ton film, là, on n'est pas dans l'interculture, genre groupe A, groupe B, mais dans quelque chose de beaucoup plus, qui est le fruit de rencontres, puis d'une démarche, comme tu le disais. Oui, c'est ça. L'interculturel, dans cette production-là, elle est à la base. En fait, elle est derrière l'image, l'interculturel, pas au sens littéral que c'est nous qui prenons l'image, mais c'est dans la réflexion puis même dans la construction, parce que le film, on pouvait tourner toutes les images qu'on voulait, parce qu'il y a eu beaucoup de travail que j'ai fait au préalable sur le terrain, de un peu cerner les besoins. Tourner un film dans une communauté qui ne veut pas de film, c'est ça oblige à se positionner sur pourquoi ils voudraient, eux, qu'on tourne des images, de quelle façon, puis dans quel but. Ce qui fait que cet interculturel-là nous a permis de construire avec toute la communauté le film. Il y a des endroits où on n'a pas pu aller parce que la communauté, pas tant qu'elle n'acceptait pas, mais elle était
pas prête et puis on sentait un malaise. Donc, il fallait respecter ce genre de volonté-là. Et puis, alors que d'autres qui étaient beaucoup plus partantes, parce qu'elles avaient un souci de vouloir représenter leur propre culture, mais pour les membres de leur communauté. Ça aussi, c'est un enjeu de l'interculturel, cette négociation-là de à qui va s'adresser le film, notamment. Absolument. Oui. Puis donc, pour représenter comment le film, quand même, dans le résultat, peut aborder l'interculturel, je t'ai demandé de choisir 2 extraits. Oui. Donc, ça va nous permettre aussi de voir, d'entendre un peu ton film. Donc, on va peut-être commencer avec le premier. Oui. Et moi, ce qui me fait mal dans tout ça, à chaque fois que je représente la région de Thiès au festival Le Fesnac, il y a toutes les régions qui sont présentes. Et chaque région qui se présente, tu vois l'identité culturelle qui est là présente. Ziguinchor, tu sais que ce sont les Diola. Fatick, ce sont les Sérères du Sud. Sédhiou, tu sais que ce sont les gens du Kolda. Ainsi de suite. Mais Thiès, tu ne vois même pas l'identité culturelle. Même Diourbel qui sont là, tu vois que c'est il y a le truc religieux du marabout Cheikh Ahmadou Bamba. Tu vois qu'ils sont là, c'est culturellement. C'est hormis le truc religieux, culturellement ils sont là, ils sont bien habillés en mouridisme. Et à Thiès, il n'y a pas ça. Tout le temps on te dit c'est un carrefour culturel. Parce que jusqu'à présent, Thiès n'a pas de répondant. Et donc c'est ça notre problème. Donc, dans l'extrait qu'on vient de voir, on entend Richard Dion qui parle des différentes communautés dont l'identité culturelle est beaucoup plus claire, à son avis, ou est beaucoup plus présente. Puis, il revient à la région de Thiès qui, selon lui, n'arrive pas à se définir ou pas nécessairement peut-être se définir, mais à se projeter pour projeter son identité culturelle non. Est-ce que c'est un peu ça qui est... Ouais. Oui, tout à fait. Puis c'est intéressant parce que dans cet extrait-là, on voit bien ce que je disais tout à l'heure, les dynamiques intra-groupes, intergroupes. Puis tu sais, là, il parle des habits, il parle de Cheikh Ahmadou Bamba, il parle des croyances, des habits. Et puis, ce qui est intéressant, c'est un peu un non-dit de cet extrait-là, mais il parle beaucoup des autres, que eux, ils projettent telle facette de leur identité. Donc, ça, c'est l'identité perçue par les nonnes. Et puis, il dit que chez nous, chez les nonnes, on n'a pas ça. Donc, il répond à cette perception-là identitaire des autres en fonction de ce qu'il pense que les autres perçoivent de lui, puis ce qui aurait dû, selon lui, être projeté par les nonnes. C'est super intéressant parce que c'est ça, la négociation identitaire, certes, mais interculturelle aussi, parce qu'on se définit en tant que groupe en fonction des autres. Alors, je dis toujours, puis sûrement que je te l'ai déjà parlé, dit à toi aussi, mais que un dialogue, c'est entre 2 personnes, c'est toujours 6. C'est toujours 6 personnes. Il y a toujours moi, ce que je projette, ce que moi je veux projeter, puis ce que l'autre reçoit de moi, et vice-versa. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de facettes dans la communication d'une même identité. Puis c'est un peu ça que Richard aborde, là, tu sais. Et beaucoup d'attentes, puis beaucoup de perceptions des autres. Il ne nous parle pas, par exemple, bien évidemment, parce que c'est un film sur les nonnes, mais il ne nous parle pas de ce que les autres, eux, veulent vraiment. Mais de son côté, il ne nous parle pas vraiment de ce que les nonnes veulent projeter. Oui, c'est ça que j'avais posé comme question parce que je pense que cette scène-là, juste après, il aborde le fait que travailler le renier, c'est vraiment les nonnes qui le font le mieux, puis il met ça beaucoup de l'avant. Puis le film est un peu construit à travers ça aussi. On voit des gens qui travaillent pour faire des meubles ou des paniers. Ouais, ouais. Le vin de palme aussi, le vin de Renier. Oui, avec le vin de palme, puis on voit quelqu'un, oui, c'est ça qui monte sur un palmier qui va prendre le vin de palme. Mais en même temps, il y a aussi, c'est carrément un film sur la musique aussi, puis tes recherches portent beaucoup sur la musique. Fait que, est-ce que, tu sais, il le dit pas explicitement, mais il met quand même, il tend des perches sur qu'est-ce qui, pour lui, fait partie de l'identité nonne. Oui, 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 c'est ça. Puis juste dans cet extrait-là, en fait, il projette toute la problématique du film.
il met en place cet effacement-là. Il dit, nous, les nonnes, on n'a pas ça. Mais il parle de culture, règle générale. Donc, il vient nous dire que les nonnes n'ont pas de culture qui projette, puis que les autres ne l'aperçoivent pas, cette culture-là. Alors, tout le reste pendant tout le déroulement du film, on s'attache à certains points qui sont particulièrement présents. Au Sénégal, on ne peut pas voir de maisons ou de, de magasins, de commerce, en tout cas, où il n'y a pas des paniers, par exemple. Mais Il y a non. beaucoup de paniers qui sont pas faits en rogné, qui sont faits en espèce de plastique recyclé, mais ceux qui sont faits en rogné, pour la plupart, ils viennent de la région de Thiès, et puis ce sont les nonnes qui les font. Mais ça, on ne le voit pas. Puis ça, c'est miser sur tout ce savoir-faire-là en lien avec l'environnement, en lien avec les connaissances qu'ils ont, puis en lien avec leur quotidien, c'est replacer la communauté nonne sur leur territoire et puis dans leur histoire. C'est ça qu'on a voulu faire. Notamment après avec les pratiques musicales. Oui. Pour les paniers, moi, je sais que je les associe vraiment beaucoup à Thiès. J'ai l'impression qu'on ne peut pas passer par Thiès sur la route sans voir comme le marché de paniers. Ça. Donc, mais eux, ce sont des nonnes. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, je pense, en tout cas pour moi, je ne l'ai jamais associé avec la communauté nonne. Je l'associe juste à Thiès. Donc, on va écouter un deuxième extrait qui illustre peut-être une autre facette de l'interculturel. C'est dans leur sang. Ils ne veulent pas se montrer. Ils sont autarciques. Hein? Ils veulent préserver ce qu'ils font. Et maintenant, ils ont perdu tout. Hein? Parce qu'ils n'ont plus leur originalité qui est là. Et dans la société même, aujourd'hui, ils sont devancés par tout le monde, par toute ethnie, sur le plan culturel. Parce que quand on parle d'ethnie, culturellement, tu n'existes pas, tu n'es pas là. Hein? Nous sommes des êtres humains, tu peux travailler, avoir un véhicule, avoir un compte bancaire, avoir tout, mais culturellement, tu n'existes pas, tu n'es pas là. Tu es un être humain qui a travaillé, qui a un niveau intellectuel, qui a étudié, tu es là, mais tu n'existes pas. Et c'est ce qui est arrivé aux nonnes aujourd'hui. Ils ont tout, hein, ils ont tout. Ils ont tout. Il y a tellement de cadres qui sont là, mais culturellement, on n'existe pas. Parce qu'au moment où on devait vraiment montrer notre culture, on ne l'a pas fait. On a eu des intellectuels qui sont là. Hier, tu as entendu Martial qui te dit, il n'y a même pas un étudiant non qui essaie de travailler sur cette communauté. J'ai trouvé Aminouane qui est Halpulaar. Je trouve aussi Anthony Grégoire qui vient du Québec. Il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que cet extrait reflète pour toi? En fait, cet extrait-là, il peut refléter plein de choses, mais notamment, il reflète vraiment cette espèce d'effacement identitaire-là des nonnes qui est assez généralisé. Puis, Richard, il le dit très bien, hein, il y a plein pas plein, mais il y a quand même de plus en plus de chercheurs, toutes disciplines confondues, qui s'intéressent à l'espèce de spécificité nonne dans la région de Thiès. Il parle de Aminouane, que je connais très bien d'ailleurs, je travaille avec lui, qui est linguiste. Lui, il est Halpulaar. Il n'est pas nonne. Alors, pourquoi un poulard comme ça qui voudrait s'intéresser plus aux nonnes, à leur langue notamment, qui est d'ailleurs qui a le statut de langue en danger, pourquoi lui s'y intéresserait alors que les jeunes nonnes eux-mêmes sont intéressés par le Wolof et puis même dans les villages, là, il y a beaucoup de jeunes qui perdent le non parce que bon, la langue officielle du Sénégal étant le français, c'est une espèce de résiduel colonial. Et puis, la langue véhiculaire étant le Wolof, ben, tout le monde va être minimalement bilingue à l'école français-Wolof. Ce qui fait que tout le monde parle le Wolof à la maison. Et puis, ça engendre, en fait, puis ça encourage malheureusement la perte de la langue. Et puis, Richard, il se dit, mais pourquoi la communauté nonne ne veut pas valoriser ça? C'est toujours un désir des autres. Des autres. Et puis là, il parle de moi comme étant encore de plus longue distance. Là, j'arrive du Québec, catapulté comme ça à Thiès, et puis je m'intéresse à toute leur culture. Puis c'est un peu, c'est possible grâce à l'interculturel, mais c'est malheureux pour eux parce que cet interculturel-là alimente la curiosité des autres. Mm. Puis
régénèrent en quelque sorte cette espèce de bulle d'effacement-là parce qu'ils se disent, ben, les autres vont venir. Ça, c'est malheureux. Je ne sais pas si c'est observable aussi dans d'autres communautés, mais comme ils voient qu'il y a des gens qui s'en intéressent, ben, le savoir, même si on essaie, Amine et moi, vraiment beaucoup de le restituer, tu sais, puis de travailler avec eux, pas pour eux, hein, mais avec eux, ben, pour leur laisser prendre place puis action dans leur propre culture, puis dans la propre, pas sauvegarde, parce qu'on ne fait pas une ethnomusicologie de la sauvegarde, mais bref, pour laisser une trace, ou en tout cas pour restituer toute cette somme de savoir-là à la communauté, ben, eux, ils ne le font pas par eux-mêmes, ils attendent. C'est assez malheureux, en fait. C'est assez malheureux. Donc, Richard met l'accent sur cet intérêt-là des autres, qui est une espèce de curiosité, euh, qui est le fruit, je pourrais dire, de cette espèce d'observation interculturelle, la curiosité des autres sur les autres. Donc, même eux, ils sont beaucoup plus curieux à aller voir, par exemple, en Casamance, chez les Diola, qui considèrent comme leurs cousins. Eh bien, ça, c'est vraiment intéressant. Pas pour le présenter, mais ça, c'est différent. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Mais c'est un peu ça. Et puis, c'est vrai pour moi aussi, hein. J'ai décidé d'aller travailler chez les nonnes. J'aurais très bien pu rester au Québec. Mais c'est un peu ça, cette curiosité-là de l'autre, d'une culture différente, qui peut ne pas être interculturelle, mais dans ce cas-ci, ça l'est. Donc, Puis j'ai l'impression que Richard aimerait ça, susciter cette curiosité-là chez les jeunes nonnes, quoi, les jeunes de ce groupe-là, pour que aussi peut-être tu disais que c'était pas de l'ethnomusicologie de sauvegarde, mais pour que peut-être ces actions-là de préservation de la langue et tout ça se fassent à l'interne et non pas dans un rapport avec l'autre. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que, il y a aussi l'accès à l'éducation, pour faire des recherches. Évidemment qu'on peut faire des recherches par nous-mêmes en autodidacte. Ça, c'est pas proscrit, puis, mais c'est pas encouragé non plus. Puis, pour faire des recherches et puis que ça ait une portée, puis une portance, dans l'imaginaire assez collectif, je dois dire, on associe ça aux études supérieures, on fait de la recherche. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup d'études supérieures qui se fait dans la communauté, de toute façon, ça demeure accessible à une élite seulement qui est capable de payer les frais et puis de s'impliquer à très long terme là-dedans. Les mécanismes ne sont pas vraiment là pour encourager ça. Mais j'avoue que depuis quelques années, les jeunes, avec tous les projets qu'on fait, musicaux, linguistiques, Amine et moi, quand on travaille sur le terrain, quand on va voir les aînés, ça stimule les jeunes. Ça stimule les jeunes. Donc, c'est un peu ça. Richard est très enflammé dans cette partie-là, mais en même temps, il le dit, mais il sait que c'est nécessaire pour tout de suite, pour aller chercher les jeunes, pour qu'ils s'intéressent à leur propre patrimoine. Oui. Puis j'ai l'impression que tu as un peu mis le doigt dessus, mais comme l'éducation à l'école et tout se fait en français, que le Wolof est la langue véhiculaire et tout, quand on va dans ces structures-là qui mènent vers les études supérieures et tout, ça ne se fait pas en non. L'école, l'espèce d'institution qui représente le savoir n'est pas dans la langue non. Donc, il y a déjà un peu cette distanciation-là qui est faite. Donc... Tout à fait. Tout à fait. Une distance qui est un peu, qui met à distance les générations. Tu sais, parce que un jeune nonne qui ne parle pas le nonne va avoir tendance à être vu comme, pas comme une déception, c'est pas ça que je veux dire par les aînés, mais c'est dommage. Parce qu'il a oublié sa culture, il a oublié qui il est. Puis Richard le dit tout le long du film, sans ta culture, tu n'existes pas. Donc, c'est comme si les aînés voient l'instruction des jeunes. C'est quand même une fierté, hein? Ils sont fiers de ça. Les nonnes, on les voit partout. Il y a des nonnes partout dans les postes de hautes instances, le ministre, chef de l'armée. C'est assez incroyable. Il y a des nonnes partout, mais ils interagissent avec tout le monde en français. Ouais. En français. Donc, les aînés qui sont là, qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être instruits, connaissent mal le français,
reconnaissent pas trop les jeunes comme étant des porte-étendards d'une culture non solide et viable. Donc, ça s'effrite un peu. Ouais, je Il y a comprends. eu un saut de génération malheureux qui s'est fait à cause de l'éducation aussi. Oui, puis j'ai l'impression que si tu regardes les aînés dans ces communautés-là, c'est sûr qu'ils parlent non, certains parlent seulement non. Puis quand tu regardes les jeunes, tous parlent Wolof et certains parlent juste Wolof. Donc, il y a un clash. Quand on parlait d'interculturel comme d'intergénérationnel, je pense que ça, c'en est un. Mon seul souvenir que j'ai dans une communauté non, c'est d'essayer de parler Wolof à un grand-papa puis de me faire chicaner. Tout à fait. Ah Moi, oui, tout à j'étais fière, tu sais, de faire des salutations super polies en Wolof et tout, puis je me suis fait chicaner de façon bienveillante, là, mais fait. c'était quand même assez clair. Ah oui, c'est assez clair. Ils ont cette flamme. Oui, Tu as abordé tout le processus de co-création comme étant un processus interculturel, mais j'ai l'impression que ça fait aussi partie des démarches documentaires et des démarches dans les films ethnographiques. ouais. Puis là, je demandais justement parce que quand je parle de ton film, des fois, j'en parle comme d'un documentaire, des fois, j'en parle comme d'un film ethnographique. Qu'est-ce qu'il en est et quelle est la différence entre les deux pour toi? Ouais, ça aussi, c'est une excellente question parce que habituellement, quand on dit, bon, documentaire ethnographique, par exemple, on a tendance à avoir une conception de on va documenter. Pas nécessairement de façon scientifique ou très, très académique, mais on a cette volonté de faire comprendre un phénomène ou de donner une espèce de laisser une trace assez rigide d'une culture donnée. Bon, ça, ce serait le documentaire ethnographique. Et puis, nous, on s'est dit à tout prix que si on faisait du tournage, on ne voulait pas faire un documentaire. Ça, c'était proscrit, en fait. Donc, on s'est dit qu'on allait, oui, laisser une trace, évidemment, mais qu'on allait laisser à l'auditeur le choix de faire ses ponts, puis la possibilité de construire sa compréhension. Puis, donc, on a fait un film où il n'y a aucun dialogue. Il y a Richard qui nous parle, et puis c'est 4 extraits qui totalisent peut-être une dizaine de minutes sur 36 minutes. Donc, tout le reste, c'est assez contemplatif. Donc, les gens peuvent comprendre par eux-mêmes le déroulement d'un quotidien non. Ils peuvent comprendre avec les quelques bribes discursives de Richard que ça vient de quelque part, que ça se passe comme ça aujourd'hui, puis qu'on vise un déroulement futur qui laisserait place à une reconnaissance de tout ça. Donc, on n'a pas documenté les pratiques, ça, ce serait certainement pas vrai. Et puis, d'autant plus que, comme la moitié du film est faite un peu sur les pratiques musicales, d'ailleurs, ça commence, les gens vont peut-être s'en rendre compte, mais les pratiques musicales, on les aperçoit avant même de voir les tout premiers tambours et que là, on dit, voilà, ça, c'est musical. Ça commence même pendant la fabrication du couscous, ça commence même avant ça, quand on fabrique les meubles en rognier. Tout chez les nonnes est musical. Richard le dit très, très bien dans son dernier extrait. Tout chez les nonnes est musical. Donc, nous, on a voulu un peu faire du pouce sur cette idée, se laisser porter par la musicalité du quotidien. Et puis, je ne dis pas que ça va être musical dans l'oreille de tout le monde, mais en ce sens, on a perdu l'idée de documentaire ethnographique. Et puis, nous, on aime bien dire qu'il en est maintenant un film ethnographique. C'est un court-métrage ou un moyen-métrage, je ne sais pas trop comment on pourrait le classer, mais c'est certainement pas un documentaire. Et puis, c'est vraiment la charge de reconstitution de l'information revient à l'auditeur. Ça, nous, on voulait vraiment, vraiment impliquer pas juste la communauté avec qui on faisait le tournage, mais impliquer les gens qui allaient regarder le documentaire pour leur laisser une part de la co-construction du savoir Oui, là-dedans c'est ça que aussi. j'allais dire. Oui, On sent vraiment qu'on fait partie de la co-construction oui. Et de puis tout ça. pourtant, il y a eu beaucoup de travail. Hein, c'est incroyable. Tous les dispositifs sonores qu'on mettait pendant même toute une journée, hein, un pied de micro avec des micros dans tous les sens là-dessus, sous l'arbre à palabres au centre du village. Et puis nous, on quittait. Hein.
Ça tournait là pendant toute la journée juste pour avoir que par la suite, on puisse réécouter ça puis s'imprégner du milieu. Donc, mais on n'a pas documenté ce milieu. On s'est imprégné du milieu, puis j'ose croire qu'on est parvenu à une certaine représentativité sonore et visuelle de ce milieu-là dans notre film. Ben voilà. Voilà. Puis Ouais. même les images, ils n'ont pas été retravaillés. On voulait peut-être mettre un filtre, peut-être pour lui donner un aspect plus cinématographique, ou même lui donner un aspect qui aurait pu être plus documentaire. Mais finalement, non. On a gardé, on a tourné nos images dans un format numérique qu'on appelle S-Log, qui faisait que sur place, on voyait que des images grisâtres, laiteuses, pour recueillir le plus d'informations possible sur les luminosités et tout et tout. En tout cas, tout ça dans un fichier numérique qu'on pouvait ensuite exploiter au max pour donner une image réelle de, de, de la communauté nonne. Donc, il n'y a rien qui est travaillé en fonction sonore, rendu sonore et rendu visuel, mais tout le reste s'applique vraiment à faire un film pour que les gens puissent s'imprégner plus que recevoir une connaissance. Oui, c'est intéressant parce que ça revient à la discussion sur qu'est-ce que les gens attendent comme représentation de soi. Puis là, dans le film même, est-ce qu'on donne un package qui est ce que l'autre voudrait recevoir comme film documentaire ou est-ce qu'on laisse la co-construction finalement dans la représentation? Là? Donc, c'est vraiment génial. En tout cas, le résultat est vraiment excellent. Je rappelle que le film ethnographique s'appelle Niladua, le combat des nonnes. Puis, pour terminer, est-ce que tu veux nous faire un petit shout-out à ton équipe, les gens avec qui tu as collaboré, puis nous dire où est-ce qu'on peut visionner le film? Oui, tout d'abord, le film est disponible gratuitement sur YouTube. Vous avez seulement à taper Richard Ndione, donc R-I-C-H apostrophe A-R-T, Ndione, N-D-I-O-N-E. Donc, vous allez le trouver tout de suite. Il y a deux versions. Une version où les sous-titres sont brûlés à l'image et une version où on peut réactiver les sous-titres. Donc, ça, c'est disponible sur YouTube. Allez-y, ça nous fait plaisir. Puis, sinon, vraiment, ça n'aurait jamais été possible, un tel projet de fou, sans la folie de Antoine et puis Benoît, qui ont repris l'avion pour venir me rejoindre au Sénégal. C'était absolument génial. On a beaucoup travaillé. Vraiment, ça, c'est génial. Mais Richard aussi, puis tous les musiciens qui ont bien voulu s'impliquer là-dedans, et puis tous les villages, les villageois, les villageoises qui nous ont laissé justement mettre des micros. On les entend parler. Bon, c'est en on, il y a possiblement moi qui comprends en dehors de la communauté, mais pour eux, c'était quand même une sorte d'intrusion. Donc, ils nous ont ouvert les portes de la communauté de façon assez unilatérale pendant le tournage. Après, c'est pour eux, mais je les en remercie vraiment beaucoup. Donc, les communautés, les musiciens, Richard, nos familles aussi. Je pense à ma blonde qui nous a super appuyés, qui nous a permis, qui nous a fait de la bouffe sénégalaise absolument géniale, réconfortante et qui nous a permis de vraiment plancher jusqu'à 20 heures par jour pendant un mois là-dessus. Donc, vraiment plein de gens qui ont contribué à ça parce que c'est pas juste le projet de trois gars blanc-bec qui faisaient du tournage. C'est vraiment le fruit de toute une communauté. Oui, donc encore une fois, un processus de co-construction et de collaboration. Voilà. Donc, Anthony, je te remercie beaucoup. C'était vraiment chouette. Puis, encore une fois, c'est un excellent film. Alors, je le recommande à tout le monde. Hey, merci. Bye. Solak wana